les États-Unis ont-ils réussi à hisser leur mode de vie à un tel niveau, dans les décennies d'après-guerre, et à entraîner toute l'Europe de l'Ouest dans cette même dynamique. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir de nouveau dans l'immédiate après-guerre. Entre 1939 et 1945, le produit national brut américain a quadruplé. À la fin de la guerre, tandis que l'Europe est ruinée, les États-Unis possèdent d'immenses stocks de devises. Ils produisent et consomment 60% du pétrole mondial, assurent 60% de la production industrielle du globe et pèsent un tiers du PIB mondial. Mais cela peut-il durer ? Des années 50, deux naturalistes à l'avant-garde, William Vogt et Fairfield Osborn, dénoncent dans deux livres tirés à plus de 20 millions d'exemplaires une surexploitation des États-Unis et plus largement une surexploitation de la terre entière au-delà de ce qui serait durable. Les deux naturalistes invitent l'espèce humaine à cesser son combat contre la nature. Ils appellent à une limitation de la consommation des ressources naturelles du globe. Mais en pleine guerre froide, les élites militaires, économiques et politiques américaines considèrent qu'une telle modération serait incompatible avec la course engagée contre le bloc communiste. En 1951, le président Truman prend le dossier en main. Il commande un rapport à une commission parlementaire dirigée par William Samuel Paley, un homme d'affaires et de médias. Truman veut que la commission réfléchisse à l'approvisionnement américain en matières premières sur le long terme. Après plusieurs mois de travail, la commission Paley propose de mobiliser les ressources mondiales pour sécuriser l'Occident, tout en préservant les ressources américaines pour le futur. Les alertes des naturalistes sont balayées. La croissance doit se poursuivre coûte que coûte. Les États-Unis doivent donc passer du statut d'exportateur à celui d'importateur de matières premières et d'énergie. Et cette bascule va progressivement s'opérer. Après avoir participé à la construction de bases militaires dans le monde entier pendant la guerre, elles vont établir des installations pétrolières, des pipelines, des barrages, des raffineries, des mines, des usines de ciment, d'engrais, de pesticides et de produits agroalimentaires. Entre 1945 et 1965, les entreprises américaines réalisent à elles seules 85% des nouveaux investissements dans le monde. Depuis longtemps déjà, les pays capitalistes industrialisés avaient la main sur de nombreuses ressources en Asie, en Afrique, en Amérique et au Moyen-Orient. De ces territoires coloniaux, l'Europe a déjà profité sans mesure. Mais là, dans le contexte de guerre froide et de course au progrès, l'exploitation des pays du Sud change d'échelle. Les États-Unis et l'Europe occidentale drainent de plus en plus massivement les matières premières du reste du monde. Uranium, aluminium, pétrole, bois, produits agricoles. Dans cette fuite en avant, le bloc de l'Est doit lui aussi se mobiliser. Les investissements entamés pendant la guerre dans l'industrie lourde et l'industrie militaire se poursuivent. L'URSS exploite intensivement son territoire et ses ressources. Un emballement productiviste qui débouche progressivement sur les catastrophes écologiques que l'on connaît.
La dévastation de la mer d'Aral, les pollutions au charbon, les contaminations nucléaires sur son propre territoire. Le reste du monde est la chasse gardée de l'Occident. Au fil des décennies, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine sont vidés littéralement de leurs matières premières au profit des pays occidentaux qui n'en finissent plus de vivre de plus en plus confortablement. L'exploitation massive des ressources des pays pauvres dégrade leur propre cadre de vie en y accumulant de nombreuses nuisances, déchets d'extraction minière, pétrolière et déforestation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'échange écologique inégal. On consomme dans les pays riches, on exploite et on pollue dans les pays pauvres.